Bonjour et bienvenue à cette webconférence organisée par VECA en partenariat avec Groupama Paris-Val de Loire sur le thème « Comment sécuriser l'investissement d'une collectivité locale lors de la construction d'un ouvrage ». Pourquoi ce sujet? Parce que le coût d'un investissement immobilier est toujours important et qu'un sinistre d'amplitude sur un nouvel ouvrage en cours d'édification ou terminé peut entraîner à devoir refinancer rapidement des travaux de réparation qui ne sont pas budgétisés. Les couvertures tout risque, chantier et dommages ouvrages permettent une indemnisation rapide de la collectivité sans attendre le résultat de recours dont les issues sont quelquefois incertaines et les montants récupérés aléatoires. Mais ces dispositifs de sécurisation, dont la pertinence est évidente, doivent parfois faire face à certaines réalités. La difficulté culturelle dans notre pays de privilégier le préventif, la difficulté économique d'accepter une dépense dans le contexte actuel d'économie des collectivités locales, la difficulté de construire parfois un cahier des charges très en amont et d'anticiper les risques possibles, et la complexité supposée en tout cas de la démarche et le frein que cela représente pour des collectivités de petite taille qui sont moins équipées en personnel. Alors pour aborder ces sujets, nous commencerons par nous intéresser à l'assurance dommages ouvrages en répondant aux questions quand, comment, quels ouvrages, quelles garanties, quelles indemnisations, et nous évoquerons en seconde partie, sous la forme d'un large focus, la tout risque chantier. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pourrez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais rentrons dans le sujet grâce à nos deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Annabella Diaz-Pires, vous êtes rédacteur juridique construction. Après avoir fait de l'assurance prêt, du risque industriel, de la protection juridique, puis de la responsabilité civile, professionnelle, vous êtes passionné pour l'assurance construction. Et ça fait 8 ans que vous pratiquez et exploitez le droit de l'assurance construction, le droit et l'assurance construction. En qualité de rédacteur juridique en assurance construction, vous gérez des sinistres importants et apportez votre soutien à une équipe de 4 collaborateurs. Jean-Marc Frelat, vous êtes chargé de support technique entreprise, d'abord en agence Groupama au contact des collectivités locales, puis ensuite chargé de lancement d'offres assurances destinées aux collectivités, mais aussi aux professionnels et aux entreprises. Vous avez acquis une expérience technique et pratique de plus de 20 ans, notamment en souscription de contrats d'assurance construction au service de vos sociétaires entrepreneurs et maîtres d'ouvrage. L'accompagnement du développement des unités de méthanisation agricole, qui est un véritable sujet dans les collectivités, fréquemment en lien avec ces fameuses collectivités, fait également partie de vos missions. Et moi, je m'appelle Luc Périnel, je suis journaliste, coach en management et je vais animer cette webconférence. En commençant par vous, Jean-Marc Frelat, pour entamer le sujet, vous titrez sur l'assurance dommages ouvrages, vous appelez ça une assurance oubliée. Alors, on aimerait bien savoir ce que vous voulez dire derrière ces mots-là, et puis peut-être l'illustrer par quelques exemples. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet et donner tout de suite quelques exemples de sinistres pour matérialiser ce sur quoi porte, ce quoi garantit la dommage ouvrage, je vous indique quelques causes de sinistres qui entraînent des conséquences très importantes sur le bâtiment. On a des affaissements de structures, de charpentes, des inondations, des infiltrations par toiture, terrasse, par les fenêtres, des bois attaqués par les insectes xylophages, des pourrissements, ça c'est assez récent, de saturbois, de terrasses, ça peut être aussi de bardage, de défauts d'étanchéité des panneaux photovoltaïques intégrés en toiture. Voilà quelques exemples, hein. Ce n'est pas une liste évidemment exhaustive, mais qui occasionnent des coûts de réparation plus que substantiels, très importants. Et avec une deuxième conséquence auquel on ne pense pas toujours, c'est qu'au-delà de l'ouvrage qui est endommagé, pendant cette période-là de réparation, de reconstruction, on ne peut plus l'utiliser. Quand il s'agit d'une école, quand il s'agit d'un gymnase, quand il s'agit d'une piscine municipale, elle peut être indisponible pendant une période de plusieurs mois, voire un an, en fonction
de la nature des dommages et de leur importance. Et c'est là, c'est face à de tels désordres que la garantie dommage-ouvrage intervient. Et voilà, le principe, c'est d'indemniser, de remettre en situation les collectivités lorsqu'elles subissent ce type de dommages. Annabella, vous allez répondre en fait à 5 questions fondamentales qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Je vous laisse les commenter et peut-être les lister. Oui, alors tout d'abord, nous allons voir la dommage-ouvrage pour les collectivités. Est-elle obligatoire ou non? Quels sont les ouvrages concernés par la dommage-ouvrage? Je pense que ça intéresse toutes les collectivités de savoir, justement, je souhaite construire un gymnase ou une station d'épuration, quelle est la réglementation appliquée? Quand et comment souscrire cette assurance? À quel moment? L'étendue des garanties du contrat dommage-ouvrage? Et pour finir, les modalités d'indemnisation lors de la survenance d'un sinistre qu'on va voir sont très réglementées juridiquement. Donc tout d'abord… Commençons par l'assurance. Est-elle obligatoire? Alors l'assurance est-elle obligatoire? La loi de 1978 imposait l'obligation aux collectivités. À partir de la loi du 1er juillet de 1990, on est revenu à effectivement, elle est facultative dès lors que les collectivités décident de construire un gymnase, tous les bâtiments, sauf dans le cas de l'habitation où effectivement là, l'assurance dommage-ouvrage demeure obligatoire. Donc, pour une construction, justement, si je prends un exemple, je construis un vestiaire pour un stade de foot, c'est d'actualité, justement. Dans ce cadre-là, effectivement, la dommage-ouvrage n'est pas obligatoire pour les collectivités. Par contre, l'assurance dommage-ouvrage, elle est essentielle. Essentielle pourquoi? Justement, on a essayé de lister en 3 points. Pourquoi elle est très importante? Déjà, il y a le risque d'insolvabilité d'une entreprise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec une entreprise, elle est viable, en bonne santé, sauf que ça, c'est vrai aujourd'hui. Dans 5-6 ans, on ne sait pas, sachant que la garantie dommage-ouvrage, elle couvre quand même le bâtiment durant 10 ans. C'est des sinistres quand une collectivité a un sinistre, par exemple, justement, Jean-Marc, tu disais sur un gymnase, justement, les enfants, à ce moment-là, où vont-ils remettre quelque chose de temporaire? Ça a un coût pour les collectivités. Et justement, là, la dommage-ouvrage a tout son sens, puisqu'on a des règlements très rapides. Ensuite, on peut se dire, la collectivité se dit, je peux obtenir les recours. Moi, j'ai une protection juridique, j'ai peut-être une défense et recours, est-ce qu'elle peut intervenir? Et justement, tout ça, c'est comblé par la dommage-ouvrage, c'est-à-dire que l'assureur dommage-ouvrage va intervenir dès lors que l'entreprise est responsable. Il y a une intervention dès lors que le dommage est de nature décennale, bien entendu, on verra plus tard ce point-là, mais c'est facilité. Et puis, il y a un autre point, peut-être que Jean-Marc, tu vas aborder, justement sur les assureurs un peu exotiques. Alors, la presse nationale et la CPR, qui est notre organisme de contrôle des assurances, a mis le doigt depuis quelques mois, voire un an, sur des assureurs qui exerçaient en France et qui se sont vus retirer leur agrément et qui ont ensuite été obligés d'être liquidés. Ce qui fait qu'il existe aujourd'hui un point d'interrogation extrêmement important sur l'indemnisation que pourrait, avec un aléa plus que fort, apporter ces assureurs, puisque normalement, ils ne pourront plus indemniser les sinistres relevant de la garantie qu'ils couvraient. Voilà. Donc, cette problématique de solvabilité de l'assureur, on connaissait celui des entreprises, puisqu'effectivement, comme disait Annabella, très bien se porter avec une situation financière qui soit homogène et pérenne pendant X années. On a vu au cours des 5 dernières années des entreprises qui malheureusement ont vu leur chiffre d'affaires baisser, aller jusqu'au dépôt de bilan. Si cette entreprise a disparu le jour de sinistre et que vous n'avez pas de garantie, il n'y a plus d'indemnisation possible. Vous n'avez plus personne contre qui vous retourner. Donc l'objet de la dommage-ouvrage, c'est de vous indemniser et ensuite l'assureur fait son affaire du recours contre l'assureur de l'entreprise, qu'il existe ou pas. C'est-à-dire que si l'entreprise existe toujours et est assurée, on fera recours contre son assureur. Si plus personne n'existe, c'est le rôle de l'assureur dommage-ouvrage d'indemniser, y compris sans recours. Il y a une question qui nous est posée, qui correspond à vos remarques, c'est de savoir pourquoi il y a en fait aussi peu de compagnies d'assurance sur le dommage-ouvrage. Alors, la dommage-ouvrage relève de l'assurance construction en général. Ce sont des garanties
longue, puisqu'on doit couvrir avec une prime prise pendant 1 an, une garantie de 10 ans, voire plus, en fonction, pas rentrer dans les détails, mais au moins 10 ans. Et donc, il faut provisionner. C'est-à-dire qu'il faut provisionner des charges de sinistre que l'on ne connaît pas a priori. On peut avoir des statistiques, etc. Mais l'évolution, le coût des matériaux, l'influence du prix du pétrole, les PVC, tout ça, même pour fabriquer du ciment, il faut beaucoup d'énergie. Donc, on ne connaît pas le coût des sinistres qu'on aura indemnisés. Donc, il faut quand même des entreprises qui, de façon extrêmement rigoureuse, provisionnent des charges de sinistre pour l'avenir. Paris-Val de Loire, les charges de provisionner sont extrêmement importantes et c'est le rôle d'un assureur sérieux. Il y a peu d'intervenants, principalement de ce fait. On ne peut pas venir sur ce marché-là, faire des coûts pendant 5 ans et repartir. Voilà, c'est jamais indolore l'assurance construction. Parfait, notre internaute aura la réponse à sa question. Voilà. Sur les délais de réparation? Sur les délais de réparation, voilà, c'est un autre point. Donc, on a vu, il y a une présomption de responsabilité, l'assureur dommage ouvrage, du coup, intervient. Et on a des délais très, très, très courts pour indemniser. On les verra un peu plus tard. Au cours du... Alors, on l'évoquait tout à l'heure. Quels sont les ouvrages concernés, Jean-Marc, par la dommage ouvrage? Alors, il y a plusieurs. La première chose, c'est évidemment, ce qui nous vient à l'esprit, c'est un ouvrage neuf. Je construis une école, une cantine scolaire, une bibliothèque, etc. Un ouvrage neuf, on peut l'assurer en dommage ouvrage, même quand je le rappelle, pour les collectivités, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut s'assurer sans difficulté, on y a donc intérêt. Mais ça peut être aussi une extension de bâtiments existants. Alors, voilà, la garantie portera sur l'extension, y compris le raccordement à l'existant. Renforcer des structures. Combien de fois on est amené à proposer des garanties pour la reprise de monuments historiques, d'églises, parce qu'au bout de 300-400 ans, les fondations ont commencé à bouger avec un risque d'effondrement. Ça peut être pour la réadaptation aussi de bâtiments, comme c'est Alors, ça peut être effectivement pour la transformation de bâtiments. On peut avoir un immeuble de bureau qui va être transformé en logement d'habitation, ou vice-versa. Voilà. Des réflexions importantes. Alors, le dommage ouvrage, ce n'est pas pour mettre un coup de peinture ou faire un peu de plâtrerie dans un bâtiment. Il faut quand même des travaux qui aient une certaine importance, je dirais, substantielle. Même si je serais prudent sur le sujet, la jurisprudence récente ayant tendance à étendre un peu le domaine d'intervention des assureurs, mais on n'a pas encore le périmètre. C'est vrai que par contre, pour la souscription dommage ouvrage, en tout cas pour la souscription, et non pas là, sur un autre volet responsabilité civile décennale, pour la dommage ouvrage, il faut quand même que ce soit des travaux lourds et importants de réhabilitation, de réaménagement ou des constructions neuves. Là, pour le coup, la dommage ouvrage a tout son sens. Et puis, un autre point qui est plus compliqué quelquefois à expliquer aux collectivités, c'est la notion d'ouvrage soumis ou non soumis. En fonction des... Voilà, l'ouvrage soumis, non soumis. Soumis égale soumis à obligation d'assurance décennale. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est édifié par une entreprise ou des entreprises pour lesquelles la garantie décennale est obligatoire. Donc, l'entreprise doit couvrir pendant 10 ans sa responsabilité. Le non soumis, c'est que l'entreprise est toujours responsable des travaux qu'elle réalise pendant 10 ans, elle n'est pas obligée de s'assurer. Et donc, les clauses de garantie légale ne sont pas celles de l'obligation d'assurance, puisqu'il n'y a pas d'obligation à s'assurer. Et donc, c'est un point extrêmement spécifique. Et la dommage ouvrage ne pourra s'appliquer, ne pourra être proposée que si l'entreprise ou les entreprises qui font les travaux répondent aux garanties légales du style 10 ans de garantie à partir de... Voilà. Et ce qui n'est pas évident dans toutes les situations, donc ça s'apprécie au cas par cas. Donc d'une façon générale, pour les ouvrages soumis à garantie décennale, la dommage ouvrage s'applique sans aucune difficulté. Et si je peux me permettre, juste pour rebondir, c'est vrai que l'ouvrage soumis et non soumis, en fait, il est très intéressant pour savoir si justement une entreprise, sa responsabilité civile décennale fonctionne. Après, en dommage ouvrage, tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement, les collectivités, elles ne sont pas soumises à l'obligation d'assurance. Donc là, c'est la personne assujettie. Alors que là, on a ce que Jean-Marc évoquait, ouvrage non soumis, soumis et non soumis, c'est vraiment par rapport au bâtiment. L'exemple le plus parlant, je pense, ce sera la station d'épuration. Une collectivité décide de construire une station d'épuration. La collectivité n'est pas soumise à l'obligation d'assurance, donc elle a voilà, des exigences particulières. Et les entreprises non plus. Et les entreprises, du coup, non plus, parce que la station d'épuration, c'est un ouvrage non soumis, il ne sera jamais soumis à l'obligation d'assurance. Et là, du coup, l'entreprise qui travaille pour la construction de cette station d'épuration devra être couverte pour une garantie responsabilité civile décennale d'ouvrage non soumis.
Alors, ce n'est pas les assureurs qui ont décrété la notion de soumis-non soumis. Hein. Il y a un décret de 2005 qu'on présente en annexe à la fin de, voilà, qui donne le texte légal précis. Voilà. J'explique à nos internautes qu'ils peuvent voir sur ce document que des annexes sont citées. Ils les auront bien sûr disponibles après sur ce document. Il y a notamment tous les détails sur les définitions de soumis et non soumis. Voilà. Donc la législation a édicté la règle suivante: les ouvrages non soumis à obligation ou dans certaines circonstances qui deviennent soumis. C'est pas, voilà, c'est par défaut. Hein. Donc tout ce qui n'est pas cité dans cette ordonnance est soumis à obligation d'assurance. Voilà. Quels sont les points d'attention que doit avoir une collectivité pour décider de souscrire à une dommage ouvrage? Alors la souscription de la dommage ouvrage, d'abord, je dirais comment dire, une règle de bon sens. C'est-à-dire que si on fait la réparation de la toiture du presbytère… Le bon sens près de chez vous, c'est voilà, pas le slogan de Groupama. Voilà, 60 000 € de réparation de toiture, est-ce que franchement ça vaut le coup de faire une dommage ouvrage? Peut-être l'attestation, c'est un but de conseil, hein, l'attestation décennale de l'entreprise qui va faire les travaux permet d'être suffisante pour penser obtenir le recours suffisant en cas de problème. Si on construit un gymnase de 8 millions d'euros, l'affaire n'est pas la même. Et d'autant qu'avec les techniques d'édification, les grandes portées, les poutres, dans les gymnases qui sont de très grande longueur, on a des techniques spécifiques qui, elles, peuvent entraîner des sinistres extrêmement importants. Et là, avec les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, ne pas s'assurer, c'est s'exposer à un risque financier majeur. C'est-à-dire que le jour où il y a un sinistre important de 1, 2, 3 millions d'euros, si la collectivité ne dispose pas de contrat de dommage-ouvrage, si elle n'arrive pas à obtenir son recours auprès des réalisateurs, ma foi, il faut le budgétiser, si c'est possible, au niveau de la commune. Donc ça veut dire refinancer une seconde fois tout ou partie de son ouvrage. Donc le risque, il est majeur. Voilà. Sans compter les problématiques que ça peut entraîner au niveau d'un conseil municipal ou une opposition qui pourrait venir critiquer le fait de ne pas avoir pris le dommage-ouvrage. Et une autre question qui nous est posée, c'est de savoir, vous parliez des communes, quelle est essentiellement la clientèle de Groupama actuellement? Alors, là, on est axé sur les collectivités. Oui, sur les collectivités, j'entends. La clientèle de Groupama, elle est du particulier. Alors, il y a les règles de RT, réglementation thermique 2012, qui ne sont pas toujours très très simples à appliquer. Donc, mais c'est aussi les exploitants agricoles, hein, tous les bâtiments de production agricole, les artisans commerçants. Non, mais notre question était plus en fait à l'intérieur des collectivités. Voilà. Est-ce que ce sont plus des mairies, des intercos, des petites tailles, grosses tailles? On fait plutôt une petite taille, mais on s'oriente vers des plus grosses. On a des structures importantes. Hein. On parlait de non soumis tout à l'heure. Je me souviens d'avoir assuré la construction d'une usine de traitement des eaux de citernes sur Pieux en bord de Loire. On peut aller sur des ensembles déjà assez conséquents. Mais il y a de tout. Voilà. D'accord. Alors, puisque vous avez la parole, on va continuer avec vous sur répondre à cette question. Quand et comment souscrire à cette assurance? Alors, là, c'est la législation, la dommage ouvrage. Dans les textes, je dis bien les textes parce qu'il y a le texte et puis après, il y a la réalité du terrain. Dans les textes, elle doit être souscrite avant la date d'ouverture de chantier, la DOC. On l'appelait la DROC, la date réglementaire, mais la DOC est aussi réglementaire. C'est la date déclarée en mairie de l'ouverture du chantier. Donc, en théorie, la DO, dommage ouvrage, pardon, doit être mise en place, le contrat doit être mis en place pour cette date-là. En pratique, les assureurs sont assez tolérants, on n'est pas à une journée près. Hein. Ce qui est important, on verra en fonction des préconisations sur la qualité de la construction, c'est que tous les éléments constitutifs d'une bonne qualité de construction, l'étude de sol, le contrôle technique, etc., aient donné leur feu vert au moment du début des travaux. Voilà. Alors, on peut avoir une DOC au 1er janvier et puis des travaux effectifs qui vont commencer au 1er février. Voilà. Ce qui est important, c'est la constitution technique du dossier, même si le légal, c'est la DOC. Voilà. Et la prime dommage ouvrage, elle doit être payée chaque année? Alors, on a eu un cas il n'y a pas très longtemps, effectivement, il y a on ne s'est pas très bien compris avec le client de notre faute. Le client pensait que c'était tous les ans, ce qui fait effectivement une somme quand même relativement conséquente. Donc c'est une bonne question. C'est une excellente question. Non, c'est une fois pour toute la durée de la garantie de 10 ans.
hein. Donc, c'est payé l'année au moment où on émet le contrat d'assurance dommage ouvrage, et après, on n'appelle plus d'autres cotisations, quel que soit le nombre de sinistres. Ça nous arrive d'avoir 10, 12, 15 déclarations de sinistres sur une période, sur la période de 10 ans, et non, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Une fois que la prime est payée, la garantie est acquise définitivement. D'accord. Voilà. Revenons sur la constitution du dossier lui-même, alors d'une demande de souscription. Alors, la demande de souscription, la constitution du dossier, je commençais à l'évoquer avec l'étude de sol, le contrôle technique. Aujourd'hui, si on veut maintenir une bonne économie du prix du contrat dommage ouvrage, qualité de construction, il n'y a pas de secret. Il faut éviter tous les problèmes d'adaptation du bâtiment à la qualité du sol. Si on est dans de l'argile, il va falloir tenir compte que le terrain peut bouger en fonction de l'hydrométrie. Si on est dans du sable, on peut avoir des bâtiments qui bougent, qui penchent, etc. Donc, ce qui est très important, et ça, tous les assureurs vous le demandent, une étude de sol et un contrôle technique, minimum solidité de l'ouvrage, qui va vérifier la bonne qualité, la prévision de construction par rapport à la nature du sol. Ça, c'est le fondamental, et c'est vraiment le point sur lequel on insiste. Et ces points-là sont importants parce que même au-delà de la garantie de 10 ans que réclame l'assureur, ça joue sur la pérennité de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne construit pas un bâtiment pour 10 ans. Si on n'a pas fait assez d'études préalables, ok, l'assureur il va l'indemniser au bout de 8 ans, mais si le bâtiment il casse au bout de 12 ans, ma foi, il faut quand même le refaire. Donc, ces études préalables, études de sol, contrôle technique, sont là pour édifier de façon qualitative pour avoir un bâtiment qu'on puisse utiliser dans le temps, et ça, c'est très important. Alors, avant de passer au point 4, nous allons poser une question à nos internautes. La règle, c'est, je vous relis la question, qui est: avez-vous déjà fait volontairement l'impasse sur la souscription d'un dommage ouvrage? Donc, vous répondez à cette question par oui ou par non, et puis nous verrons quels sont les résultats, et éventuellement, on vous soumettra les résultats de ce sondage. Alors, continuons sur la quatrième partie de la liste que vous avez présentée tout à l'heure, Annabella. Cette partie, cette fois-ci, sur l'étendue des garanties du contrat dommage ouvrage. Tout à fait. Donc, en fait, c'est de savoir, effectivement, la dommage ouvrage, qu'est-ce qu'elle couvre. Donc, la dommage ouvrage, déjà, juste pour un petit rappel, il faut qu'il y ait réception de l'ouvrage. C'est-à-dire que après, à la fin des travaux, il y a un PV de réception ou pas. En général, on aime bien qu'il y ait un PV de réception quand on souscrit une dommage ouvrage, mais elle peut être aussi, tacite, donc juste paiement des factures, prise de possession et non contestation. Et à partir du point de départ qui est la réception, on couvre les dommages survenus sur ce bâtiment-là pendant 10 ans, mais pas n'importe quelle nature. Il faut que ce soit des dommages de nature décennale. Alors, des dommages de nature décennale, c'est quoi? C'est des dommages en fait qui rendent soit l'ouvrage impropre à sa destination, soit qui l'atteignent dans sa solidité. Donc, c'est-à-dire qu'il le rendre impropre à sa destination. Exemple, justement, sur une maison de retraite, on a un dysfonctionnement du chauffage. Voilà, on a 17 degrés dans une maison de retraite. À ce moment-là, effectivement, ça rend l'ouvrage impropre à sa destination. On peut avoir également un enduit ou un mur qui, justement, s'affaisse. Donc là, c'est une atteinte à la solidité. Et puis, on a aussi un autre petit point qui rentre un peu dans l'impropriété à destination, qui est l'atteinte à la sécurité des personnes. Exemple, on refait une mairie, on a les escaliers qui mènent au premier étage, justement, qui s'effritent, où il y a des désaffleurements, ou alors des revêtements de sol dans une crèche qui, justement, poursouflent. À ce moment-là, effectivement, la dommage ouvrage a tout son sens, c'est-à-dire qu'on va garantir la reprise du sol. Donc ça, c'est la garantie de base, la garantie obligatoire. Ensuite, nous avons donc juste un petit point, c'est sur la garantie de parfait achèvement à la date de réception. En fait, pendant 1 an, les entreprises doivent intervenir justement dans la reprise de leurs ouvrages. C'est-à-dire, j'ai une micro-fissure, je refais la façade du gymnase, j'ai une micro-fissure. En principe, le constructeur doit intervenir. Si, par exemple, la collectivité, du coup, envoie une lettre recommandée et attend 90 jours que l'entreprise intervienne. Cette dernière n'intervient pas. À ce moment-là, si le dommage est de nature décennale, parce qu'il y a eu généralisation de toutes les fissures, il y a eu généralisation de fissures sur l'ensemble de l'ouvrage, et que du coup, c'est un dommage de nature décennale, nous, assureurs DO, on sera obligé d'intervenir. Donc ça, c'est pendant la garantie de parfait achèvement qui est de 1 an.
Ensuite, après cette garantie donc, de base, on a des garanties facultatives. Donc, on prend ou qu'on ne prend pas. Nous, on pense quand même qu'avec Jean-Marc, que c'est quand même intéressant de les avoir. Voilà, tout à fait. Très conseillé. Très conseillé de les reprendre. Enfin, donc, du coup, c'est la garantie de bon fonctionnement. Cette garantie de bon fonctionnement, c'est une garantie de 2 ans à partir de la date de réception. Elle couvre quoi? Tout ce qui fonctionne. Alors là, c'est pareil. On a eu des petits revirements de jurisprudence. Puisque à la base, cette garantie-là, c'était pour le fonctionnement. C'est quoi? Par exemple, un dysfonctionnement de chaudière, un ballon d'eau chaude qui ne fonctionne pas. C'était vraiment quelque chose, en gros, où j'ai un bouton on-off. Et là, effectivement, la garantie de bon fonctionnement a vocation à s'appliquer. À un moment donné, on a une petite divergence de la jurisprudence qui nous a dit, le sol, ça fonctionne. Alors, on est revenu en arrière. Maintenant, on parle bien. C'est pour les carrelages qui étaient juste collés voilà, et non pas scellés au sol. Voilà, qui n'étaient pas scellés au sol et qui se fissuraient. On se disait, c'est une garantie de bon fonctionnement pour le carrelage. Vous êtes toujours dans le commentaire du tableau? Tout à fait. Oui, toujours dans le commentaire du tableau sur la garantie de bon fonctionnement. Et donc là, on est revenu à une jurisprudence qui est beaucoup plus claire maintenant. On ne couvre que des éléments d'équipement qui fonctionnent. Donc chaudière, des ballons, les portes, les radiateurs extérieurs qui sont alimentés en eau, des portes, portes intérieures, menuiserie intérieure. Donc voilà, et nous avons aussi la garantie des dommages immatériels qui est là, en fait, est là pour couvrir les préjudices pécuniaires résultant d'une privation d'un droit ou d'un service ou une perte de bénéfice. Alors là, c'est quoi? Pour être un peu plus concret, un exemple, ça va être des pertes de loyer, ça va être une perte d'exploitation. Donc là, c'est vraiment un préjudice financier subi par la collectivité. Ou relouer un bâtiment à la place de l'école qui n'est pas utilisable pendant la période. Ça, c'est quand même important. Voilà. Et la dernière garantie qu'on peut prendre aussi, c'est la garantie des dommages existants. Donc là, c'est véritablement quand on fait un agrandissement où on repart d'une structure et on garde certains éléments constitutifs de l'ouvrage et on garantit l'incorporation du nouveau bâtiment sur l'ancien. Et là, des dommages sur l'ancien bâtiment. Voilà. D'accord. Voilà. Pour la garantie des dommages aux existants. Donc cette garantie-là, je répète, dure 10 ans, comme il est stipulé dans le petit schéma, justement. Et parallèlement, en fait, la dommage ouvrage couvre ces dommages-là. Et en parallèle, en fait, on a la responsabilité civile décennale des constructeurs qui, du coup, vont intervenir. Parce que l'assurance dommage ouvrage, il ne faut pas l'oublier, c'est une assurance de préfinancement. On est là pour préfinancer les dommages pour que ce soit rapide, les réparations soient rapides. Par contre, nous, on va chercher la responsabilité de chacun des constructeurs. Bien entendu. On pourrait l'imager, c'est une image assez rapide, mais qui donne un peu d'éclaircissement que je fais souvent aux nouveaux commerciaux. C'est comme une touriste automobile. Bref, vous faites percuter par un tiers, vous n'allez pas déclarer auprès du tiers, voir son assureur, etc. Vous allez voir votre propre assureur qui, lui, va missionner un expert, va vous conseiller et payer la réparation directe dans le garage de votre choix, d'accord? Et vous allez récupérer votre voiture réparée. Vous n'aurez jamais vu le tiers. Vous ne savez pas si votre assureur a obtenu par le recours. Et bien, la DO, c'est un peu ça. Voilà. Donc, vous prenez une garantie, vous êtes indemnisé, vous n'avez pas à vous occuper des risques à ne pas obtenir un recours. C'est vraiment une grosse sécurité. D'accord. Derniers éléments sur ce tableau? Alors après, il y a, oui, on pourrait parler, mais alors très rapidement, vu le temps qui nous est imparti, des exclusions légales. On a des exclusions légales sur la dommage ouvrage, qui est fait intentionnel et dole du souscripteur et de l'assureur, qui est commune à toutes les assurances au final. On a la cause étrangère, là encore, c'est pareil, elle est commune. Et après, on a un petit volet spécial, du coup, pour la responsabilité civile décennale et la dommage ouvrage, qui est les effets d'usure normale, le défaut d'entretien ou alors l'usage anormal. C'est-à-dire, par exemple… Un exemple, usage anormal. Usage anormal, j'allais citer, c'était de me dire, je fais un goudron pour que, justement, ce soit juste… on stationne de temps en temps des voitures et les transformer rapidement en un parking. D'accord. Voilà. Avec des camions. Avec possibilité de camions, des chargements. Donc, un goudron ne supporte pas le poids. Exactement. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, avant de passer à l'étendue des garanties du contrat dommage ouvrage, la réponse à la petite question que nous avons posée tout à l'heure à nos internautes, je vous rappelle la question, avez-vous déjà fait volontairement l'impasse sur la souscription d'un dommage ouvrage? Suspense. Donc 27% de oui, 73% de non. C'est tout de même intéressant. Oui. Et j'espère qu'à l'issue de cette heure
d'exposer sur l'avantage de la dommage ouvrage, ben les 27% diminuent largement parce que c'est quand même une grosse sécurité. Vous trouvez que le 27% c'est un pourcentage important? Assez important. Ouais. Oui. Surtout, assez important. Notamment avec le mot volontairement dans la question. Oui. Alors, si c'est des petits travaux, comme j'ai dit, j'ai donné un exemple, une petite réparation, enfin une toiture sur un petit bâtiment, bon, on peut admettre qu'on ne prend pas un risque majeur. Après, il faudrait affiner en fonction des situations, mais je pense que c'est quand même très important. Et moi, je voulais juste rebondir justement sur ces 27%. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, enfin, peut-être les collectivités, qu'elles se disent aujourd'hui, je construis un bâtiment, je le construis pour 10 ans, et puis peut-être que je vais le donner en gestion à quelqu'un, enfin justement, et le donner en gestion à quelqu'un, c'est être aussi responsable des travaux qui ont été faits dans cet ouvrage. Et s'il y a un dysfonctionnement, effectivement, le locataire ou le gestionnaire viendra vers la commune pour dire bah, ça ne fonctionne pas ou j'ai des dommages sur mon carrelage. Et je pense que c'est très important voilà, d'avoir une sécurité quelque part. La longueur du mandat n'est pas la même que la garantie tout à fait. décennale. Bien. Donc c'est moi qui dis. Là, sur cette partie d'étendue des garanties du contrat de dommage ouvrage, sur la première partie, Annabella. Donc oui, ce que je voulais faire un petit focus justement, je prends en charge les dommages de nature décennale, mais qu'est-ce que je paye? En gros, c'est un peu ça. Effectivement, je prends en charge en fait je prends en charge la totalité de la réparation. Donc je remets en état. J'ai un sol qui se décolle, je reprends la dépose du revêtement de sol et le nouveau sol posé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance dommage ouvrage, alors pour les collectivités, elle n'est pas obligatoire, mais les assureurs ont tendance à faire la transposition avec une assurance dommage ouvrage qui est obligatoire. On n'applique pas de franchise. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, la collectivité qui demande la réparation, justement, je prends l'exemple de la crèche de tout à l'heure, je refais le revêtement de sol, je vais payer la totalité, sans vétusté, même si j'arrive au bout de 8 ans d'exploitation de cette crèche, je vais payer sans vétusté, je vais payer sans franchise, donc je vais vraiment payer la totalité. Une petite question par rapport à cette partie-là, le règlement de l'indemnité, est-ce qu'il est réglé avec ou sans TVA? Alors, tout dépend justement de la récupération de la TVA ou pas par la collectivité, en fonction, effectivement, je ne sais pas si c'est un centre culturel, il y a une partie qu'effectivement, ce sera hors TVA. Alors, nous, les assureurs, la position qu'on prend, c'est justement au moment de la souscription, justement l'assiette, est-ce qu'on la prend hors taxe ou TTC? Donc, nous, finalement, ce qu'on va voir, c'est le contrat, s'il est hors taxe, je paye hors taxe, s'il est TTC, je paye TTC. Alors là, c'est un point qui est très important parce que la TVA, elle est quand même de 20%. Et le risque, c'est de mettre en place un contrat avec une garantie hors TVA, alors qu'elle était due, ce qui fait qu'il y aura un manque en termes d'indemnité, une réduction de 20% par rapport. Donc, c'est quand même assez complexe. La notion de garantie hors TVA doit toujours être accompagnée d'une clause précisant ce mode d'indemnisation qui est particulier, notamment, alors ça n'arrive pas souvent pour les collectivités, s'il y a revente du bâtiment. Parce que la collectivité, sur un budget investissement, peut-être fait du hors TVA, mais revend, je ne sais pas, une partie de bâtiment, c'était un mix d'habitation, commerce, etc., une entreprise ou un statut juridique qui relève de la TVA, à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de déclarer à son assureur cette proportionnalité pour que l'assureur fasse un avenant au contrat pour pouvoir indemniser TVA incluse. Ça, c'est très, très important. Et sur la limite du montant du coût de l'opération déclaré par la collectivité? Alors, le montant de l'opération déclaré, quand vous déclarez votre assureur votre opération, il faut faire attention à une chose, la principale, c'est que ce que vous déclarez, c'est égal au montant de votre garantie. C'est-à-dire que si on sous-estime le risque en cas de sinistre total, et ça arrive de totalement raser un bâtiment de l'orfèvre, de ne pas avoir suffisamment d'indemnité pour reconstruire. Donc, ça, c'est quelque chose qui a à faire avec rigueur. Et il faut prendre l'ensemble du coût des travaux, il faut prendre les honoraires des intervenants, le maître d'œuvre, l'étude de sol, le contrôleur technique, la sécurité des personnes, le handicap, etc., etc., de telle façon à ne pas être en limite de garantie, ce qui serait fortement dommage, les taux étant relativement, la tarification proportionnelle au montant du chantier, il y a peu d'écart de prime entre 1 million et 1 100 000 d'euros. Donc c'est dommage de faire l'impasse sur ce calcul précis. Et sur l'étendue des garanties?
Alors, sur les garanties, la garantie, justement, ce que je ne couvre pas, ce que l'assureur dommage ouvrage ne couvre pas. Il ne couvre pas donc les dommages apparents à la réception, les dommages ou malfaçons ayant fait l'objet d'une réserve au moment de la réception. On ne couvre pas aussi les dommages esthétiques et les non-conformités sans dommage. Alors, les non-conformités sans dommage, ça va être, par exemple, un tubage de cheminée qui, du coup, n'a pas de bon diamètre, mais ne crée pas de dommages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un refoulement par l'intérieur de toutes les fumées. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on ne couvre pas. Parce qu'elles sont légères, parce qu'elles ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Et tout ce qui est réservé, de toute manière, dès lors qu'on réserve, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas le bâtiment tel quel, effectivement, c'est à charge de l'entreprise d'intervenir et de réparer. Sur les indemnités, les modalités d'indemnisation, Annabella, vous parlez d'un formalisme à respecter. Oui, alors tout à fait. Alors là, pour le coup, effectivement, on n'a aucune amplitude. C'est-à-dire que pour que la dommage ouvrage puisse fonctionner, il faut faire une déclaration au préalable. Elle est réglementée, c'est-à-dire qu'elle doit être adressée en lettres recommandées. Elle doit comporter plusieurs éléments qui sont stipulés, du coup, qu'on pourra voir dans l'annexe 7. C'est-à-dire qu'elle doit comporter le numéro du contrat, elle doit comporter la localisation exacte du dommage, puisqu'on ne se fie au dommage stipulé dans la correspondance. Elle doit mentionner l'adresse de la construction, elle doit mentionner la date de réception et elle doit, si justement, la date d'apparition également. Et si nous sommes dans le cadre de la première année, justement, la copie de la lettre de mise en demeure avec les 90 jours qui n'ont pas, dans lesquels l'entreprise n'est pas intervenue pour faire la réparation. Donc, ce formalisme-là, il est très important parce que c'est-à-dire que dès lors qu'il nous manque un de ces éléments-là, nous, assureurs dommages ouvrages, on est obligé d'aller de nouveau vers la collectivité pour lui dire il manque tel élément. Donc, voilà, la réception de ce premier élément-là, effectivement, on pourra ouvrir le sinistre. Donc, effectivement, c'est un formalisme un peu particulier, des fois, où justement les collectivités nous disent mais c'est un petit peu lourd. Alors, oui, effectivement, le formalisme, on n'a pas le choix. C'est la base de l'assurance. Alors, il est particulier, mais il engage l'assureur dommage ouvrage. Parce qu'à partir du moment où le dossier est réputé constitué, nous, on a des contraintes de temps pour procéder à l'indemnisation. Donc, pour être contraint par le temps, à la base, il faut que le dossier soit complet, sinon on ne peut pas le... Je vous remercie de parler de contraintes de temps, parce que nous en avons aussi. Absolument. Donc, avant que vous proposiez une synthèse que je vais afficher pour que vous puissiez nos internautes puissent la regarder, mais pendant qu'il y a cette petite synthèse que je vous laisserai résumer brièvement après, deux questions, peut-être trois. La première, c'est savoir si l'assurance dommage ouvrage est la seule police qui permet de couvrir ce type de risque. Je passe alors. Si... Non, la question, pourquoi pas. Disons que si, il y a d'autres garanties. Alors après, c'est des recours. C'est-à-dire que... Mais il faut faire attention, parce que vous dites j'ai une police, par exemple, de responsabilité civile, professionnelle, la collectivité, etc. Et il y a associé une garantie de protection juridique. Le problème, c'est quand on regarde après dans les garanties de protection juridique, que ce soit pour un risque professionnel, collectivité ou même privé, souvent, tout ce qui est relatif à l'assurance construction, article 1792 décennal, c'est exclu. Donc, les portes se ferment assez rapidement dès lors qu'on est dans une obligation d'assurance quelque part. La collectivité, c'est facultatif, mais on est dans le cadre d'un risque obligatoire. Et tout ce qui est assurance obligatoire, c'est quand même bien compartimenté des autres garanties d'assurance. Donc, la réponse est négative. Oui, et voilà, ce sera toujours plus long de toute manière. Voilà. Et si on y arrive à titre personnel, alors, tout à l'heure, vous parliez de formalisme, on vous questionnait là-dessus. Qui est-ce qui peut, enfin, comment aider les petites, notamment les petites collectivités? Je parlais tout à l'heure du manque d'agents, éventuellement dans les plus grosses de manque de formation sur ces dossiers. Comment est-ce qu'on peut aider ces collectivités à constituer leur dossier, ce fameux formalisme, et peut-être plus d'ailleurs, je ne sais pas. C'est à la souscription déjà, alors, je pense que voilà, le maîtrise d'œuvre, les maîtrises d'ouvrage. Il y a plusieurs points qu'on peut développer. Forcément, je travaille à Groupama, et donc l'avantage, c'est qu'on a une représentation locale dans toute la France, et il y a des conseillers de proximité qui peuvent aider, renseigner les collectivités sur la façon de procéder et de monter une demande d'assurance dommage ouvrage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est quand on a affaire à des demandes de renseignements techniques,
c'est de passer par un maître d'œuvre. Surtout quand une collectivité où il n'y a pas de service technique ou administratif. Comme c'est souvent le cas dans les petites. Voilà, dans les petites collectivités, on n'a pas les moyens d'avoir des équipes spécifiques. Demandez à un maître d'œuvre. Et le maître d'œuvre, architecte, il vous complétera votre dossier de demande d'assurance et pourra répondre à nos questions quelquefois un peu techniques, c'est sûr. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Hein. Donc l'assureur de proximité et le maître d'œuvre sont deux points d'appui importants. Une reprise sous forme de synthèse de ce que vous nous avez dit auparavant, peut-être en insistant sur les points qui vous paraissent importants. Alors moi, une protection complète, on n'a pas arrêté de le dire finalement, de se dire justement, on est dans une assurance de préfinancement, on indemnise le dommage de nature décennale et on fait nos recours. L'assureur, en tout cas dommage ouvrage, en fait son affaire de ses recours. Un règlement rapide des sinistres, je pense que c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où la déclaration est constituée, on mandate un expert, on a des délais, mais surtout, donc le jour J, c'est le jour où la déclaration est constituée. À partir de cette date du jour J, en fait, nous avons 60 jours pour nous positionner sur la prise de position. Donc, est-ce qu'on prend en charge ou pas le sinistre? Et ensuite, nous avons, donc au J plus 90, aux 90 jours, nous devons proposer une indemnité, ce qui est quand même très, très rapide en termes de gestion. Donc voilà, règlement rapide des sinistres, c'est un vrai plus pour, à mon sens, les collectivités, parce qu'on sait très bien qu'un dossier traditionnel, même si on a une assurance protection juridique extra, elle va nous mettre un an et demi avant que le sinistre soit réglé. Là, ça veut dire qu'à J plus 90, au moment où on déclare le sinistre et qu'il est constitué, et au J plus 90, on a une indemnisation. Il ne faut pas oublier qu'on intervient sur des sinistres qui peuvent être conséquents. Hein. Je parlais d'affaissement de charpente, de fissuration structure, de fondation, etc. Donc il faut des investigations, ça prend du temps. Il faut que les experts et les entreprises trouvent des solutions techniques et au meilleur rapport qualité-prix pour reconstruire. Donc, les rapports d'expertise, ça ne peut pas être délivré en une semaine, sauf si c'est des choses très... Et puis enfin, c'est quand même une particularité de l'assurance dommage ouvrage. Qu'est-ce qui remplace la dommage ouvrage? Sur ce point-là, personne. C'est sans franchise, sans vétusté. Donc là, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et de déduction pour vétusté. Voilà. C'était l'occasion de le dire. Voilà, c'est ça. Alors, fait à neuf, voilà. Bâtiment, il y a 8 ans. Pas grave, enfin. Deuxième question que nous posons à nos internautes. Votre collectivité provisionne-t-elle le risque en l'absence de souscription tout risque chantier? Même chose, réponse par oui ou par non. Et nous soumettrons le résultat à nos deux intervenants. Alors, c'est une liaison subtile sur la seconde partie, sur la tout risque chantier, ce qui sera plus un focus parce que nous avons moins de temps pour la traiter, nettement moins de temps pour la traiter. Alors, Jean-Marc, à la fois, on voit le titre, pourquoi est-ce que vous appelez un tout risque chantier l'assurance vie du chantier, puis peut-être d'illustrer par quelques exemples. Voilà, tout à fait. Alors, quand on a fait ces sujets-là, la tout risque chantier, c'est quand même important. On a parlé de la DO oubliée, mais l'assurance vie du chantier, c'est vraiment la tout risque chantier. Et on va vous montrer pourquoi. Alors, dans le premier slide, je ne l'ai pas sur mon écran, mais bon, ok, j'imagine qu'il passe. Il est là. D'accord. Alors, c'est une photo que j'ai prise sur le site d'une collectivité. C'est un sinistre récent, en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chantier en cours d'édification? Il y a eu un accident et la rupture d'une canalisation, je l'imagine, je n'ai pas les détails, mais je l'imagine assez importante pour avoir entraîné des dommages tels qu'on a eu un effondrement de la berge de la route. Avec la pelleteuse, elle est au fond de l'eau et on aura probablement, je n'ai pas le détail, une atteinte potentielle aux fondations. C'est-à-dire que si tout va bien, avec un peu de chance, ils vont purger l'eau et le bâtiment va pouvoir continuer à être édifié. Bon, il y a le retard, des surcoûts, etc. Dans l'hypothèse la plus défavorable, il faut tout refaire. Parce que les fondations ont été atteintes et il faut refaire intégralement le bâtiment. Donc là, vous imaginez les conséquences et les coûts que l'on peut avoir. Bon. Alors, en tout risque chantier, nous, ce qu'on constate, notamment sur les collectivités locales, c'est les incendies volontaires. Quand on voit sur YouTube quelqu'un en mobilette jeter une bouteille sur un collège qui devait ouvrir 15 jours après, voilà, c'est quand même des actes particuliers. Là, tout risque chantier permet de l'indemniser. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'effondrement de structure, je parlais des charpentes, des grandes portées,
c'est fréquent. Des erreurs de calcul, c'est-à-dire que ça peut être aussi une faute. Voilà, on s'est trompé, l'architecte, le contrôleur technique, dans son calcul, ça casse. Une inondation du site, suite à, par exemple, une catastrophe naturelle. Et puis des incendies suite à travaux par point chaud, qui est un des fléaux de l'assurance en général. Voilà. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe pour être indemnisé? Alors, deux questions que je vais lister, si je puis dire, auxquelles vous allez répondre tous les deux. Quelles sont les responsabilités des constructeurs pendant toute la durée des travaux? Et deuxièmement, l'intérêt, votre question, de souscrire un contrat tout risque chantier. Donc la tout risque chantier est là. La tout risque chantier, déjà, peut-être faire un petit focus, justement, qu'est-ce qu'elle couvre, enfin, qui elle couvre? Elle couvre justement le chantier, c'est-à-dire du début de la date d'ouverture du chantier jusqu'à la date de réception. Je pense qu'on peut mettre le petit voilà. Donc, elle couvre de la date d'ouverture jusqu'à la réception. Le contrat tout risque chantier couvre tous les dommages en fait, qui arrivent de façon accidentelle ou aléatoire. Donc, elle couvre les travaux et elle couvre également tous les constructeurs qui interviennent sur effectivement le chantier. Parce que le constructeur, lui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il est gardien de ces travaux. Donc, si effectivement, par exemple, il y a un éboulement de terrain, comme tu le disais, ou un vol de matériaux, ou une chute d'une grue, la tout risque chantier a vocation à intervenir pour ce genre de phénomène, sachant que l'entreprise constructeur qui a causé le dommage n'est peut-être pas capable, elle, d'indemniser immédiatement. La tout risque chantier vient pallier, en fait… C'est ça. La problématique de la tout risque chantier, c'est… les entreprises, d'une façon générale, quand elles sont gardiennes du chantier, sont responsables de tous les dommages qui peuvent apparaître, c'est-à-dire qu'elles doivent refaire tel que le bâtiment est prévu, jusqu'à la livraison du bâtiment et à la date de réception des travaux. Donc, quand c'est des petits chantiers, on peut imaginer qu'elles vont refaire les travaux, les conséquences ne sont pas très importantes. Quand on est sur des chantiers plus importants, 500 000, 1 million et évidemment beaucoup plus, si l'entreprise est désignée responsable, doit réparer, elle n'en a pas forcément la possibilité financière. Donc le risque, dépôt de bilan. Et donc la collectivité se trouve avec un financement qui a commencé et des travaux qui ne seront jamais terminés, voire le bâtiment est déjà détruit. Donc la tout risque chantier, un peu comme la dommage orage, l'assurance vie du chantier, c'est avoir le financement par un contrat d'assurance, d'avoir la reconstruction ou la fin de l'édification de son bâtiment tel qu'il est prévu jusqu'à la réception. Voilà. Bon, en deux mots, les principales garanties, on a l'effondrement de l'ouvrage, ça arrive assez fréquemment malheureusement. L'incendie consécutif à du vandalisme, ça c'est malheureusement dans les collectivités assez fréquent. Les explosions, les bouteilles de gaz, etc. Dégâts des eaux, le gel, la tempête, l'événement naturel, la grêle, évidemment, les catastrophes naturelles. Il y a d'autres garanties possibles, je vous ai donné quelques exemples, d'autres garanties possibles. Le vol, c'est plus compliqué, il faut protéger le chantier. La maintenance, si on installe du matériel, c'est peu fréquent sur les collectivités. Les dommages aux existants, les travaux, les dommages occasionnés aux bâtiments existants du fait du nouveau chantier. Et puis la responsabilité civile du maître d'ouvrage, de la collectivité qui est responsable des dommages causés aux tiers durant le chantier. Voilà. C'est pour le principal. J'avais juste une petite précision, juste à titre d'exemple. Justement, la tout risque chantier, elle couvre vraiment, il faut qu'il y ait un dommage matériel. Et elle ne couvre que les dommages matériels. C'est-à-dire que les dommages immatériels ne sont pas couverts au titre de la tout risque chantier. Elles ne sont jamais couvertes. Alors, on peut couvrir les conséquences financières d'un sinistre garanti. Mais on n'indemnisera pas, par exemple, un retard de livraison s'il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas d'incendie, d'effondrement, etc. Et le dommage matériel, juste voilà, pour l'exemple, c'était par exemple une erreur du bureau d'études, justement, une erreur de calcul qui provoque l'effondrement d'une dalle. À ce moment-là, la tout risque chantier aura vocation à intervenir. Par contre, si c'est une erreur de dimensionnement d'une porte, ça par contre, il n'y aura pas de dommage matériel et pour le coup, là, la tout risque chantier n'intervient pas. Je vous donne les résultats du sondage que nous avons fait tout à l'heure. Donc, je vous rappelle la question. Votre collectivité provisionne-t-elle le risque en l'absence de souscription tout risque chantier? Dis donc. C'est la question.
La réponse, oui, 17%. Ce qui est très, La très réponse non, 83%. Quels sont vos commentaires? Le commentaire, c'est quand on a évoqué le sujet de l'intervention, la dommage ouvrage, ça évoque quelque chose à tout le monde. On prend son risque ou pas. La touriste chantier, on n'y pense pas assez. Et là, il est manifeste qu'il faut prendre la mesure de la conséquence d'un sinistre majeur pendant la construction, et parce qu'on perd tout, hein. On peut tout perdre. Bah justement, ce que je disais, mon exemple tout à l'heure du dimensionnement d'une erreur du bureau d'études et qui provoque l'effondrement d'une dalle, bah effectivement, qui paye à ce moment-là? Enfin, ça veut dire que les collectivités ne provisionnent pas, et qu'est-ce qui doit payer si voilà, en face si l'entreprise n'a pas les moyens et les assurances qui sont limitées sur les chantiers, si elle ne peut pas le financer, bah, que se passe-t-il? Alors, on voit l'importance de cette assurance. À quel moment faut-il y souscrire et quelle est la validité du contrat? Alors, la souscription, d'une façon générale, il faut le faire en même temps que la dommage ouvrage. Pourquoi? Parce que les caractéristiques techniques, comme ça, ils sont communs. Ça permet à l'assureur d'avoir une vision rapide de l'ensemble des contrats à mettre en place. Le contrat, pour particularité d'état de durée temporaire, il commence au début des travaux et la garantie s'arrête à la réception des travaux. N'oubliez pas, s'il y a un retard de chantier, de le déclarer à votre assureur, hein, que vous ne soyez pas avec 10 jours de retard de chantier et une garantie qui s'est arrêtée 10 jours avant. Voilà, ce serait quand même un peu dommage, sauf que sur des petits délais comme ça, l'assureur il fait probablement gratuitement. Voilà, donc il ne faut pas gêner pour le but de monter. Hein. Voilà, après, on va pas trop. Pour le principal, c'est ça. Hein. Faire en même temps que la dommage ouvrage. Ici, une prime unique également. Voilà. Commentaire sur ce sujet-là? Non. Non. Alors, moi, j'avais une question qui nous est arrivée aussi. Vous parliez tout à l'heure, c'est sans doute ce qui a suscité la question. Vous parliez tout à l'heure de scooter, de G sur une. Oui. Comment ça se passe là en termes de. Est-ce que c'est une preuve, par exemple, qui peut être recevable? Du moment qu'il y a le dommage, l'assureur en touriste chantier intervient. L'incendie, enfin, quelle que soit la cause de l'incendie, hein, je ne veux pas mettre en cause une profession par rapport à une autre, mais quelquefois, bah, c'est le serrage d'un fil électrique sur le compteur qui entraîne un point chaud et l'embrasement du bâtiment. Ça peut être un incendie volontaire, c'est des poubelles qui brûlent, c'est un jet de quelque chose. Il n'y a pas de notion de responsabilité qui est recherchée. L'assureur indemnise la conséquence d'un fait. Voilà. On ne va pas rechercher la cause pour dire l'incendie vient d'un tel, c'est volontaire, etc. Après, si c'est quelqu'un qu'on arrive à identifier, on peut essayer toujours de faire un recours contre cette personne ou ses parents. Mais vaut mieux avoir une touriste chantier qui indemnise dans tous les cas, et même s'il n'y a pas de recours possible. Voilà. En fait, la touriste chantier, elle intervient dès lors qu'il y a un aléa et que c'est accidentel. C'est vraiment le principe, c'est l'aléa. Dès qu'il y a réalisation d'un incendie, un dégât des eaux, on indemnise. Il y a des questions qui sont un peu toutes les mêmes, je vous la repose, vous l'avez évoqué au début, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Et je pense que c'est peut-être des territoriaux qui veulent conseiller leurs élus. C'est pour revenir à la première question qu'il y avait au début, qui est notamment sur le fait de prendre le risque de faire l'impasse. Donc, ça pourrait être une forme de conclusion d'ailleurs. C'est comment conseiller, enfin parce que je pense que le rôle d'un assureur, c'est aussi un rôle de conseil. Comment conseiller ces personnes-là quand elles vont voir leur élu en disant ne faites pas l'impasse à 2 années d'une fin de mandat? Je dirais qu'on fait l'impasse parce qu'il arrive quelquefois que la collectivité oublie de bonne foi. Je n'ai pas pensé, un changement de mandat, je ne suis pas habitué, je ne suis pas rodé. On a oublié de demander à dommage ouvrage. Ça, c'est une chose. Et puis, l'impasse volontaire, comme on le disait, il faut regarder l'économie de l'ensemble de la construction et de son financement. Vous construisez une cantine scolaire de 600 000 €. La cotisation, on dégrossit, ça va vous coûter 5 000 €. D'accord ? 5 000 € par rapport à 600 000. Avec tout le risque que l'on prend si on ne met pas en place le contrat de dommage ouvrage. C'est un sacré pari, un sacré coup de poker sur l'avenir. Donc, l'enjeu d'économiser 5 000 €, c'est peut-être important, mais par rapport à 600 000, c'est vraiment pas beaucoup.
En fait, je pense que l'assurance dommage ouvrage, la prime, il faut l'étaler sur 10 ans. C'est vrai qu'on la paye une seule fois, ça nous paraît cher, mais je pense qu'il faut la budgétiser en fait dans le coût global de la construction. De la lissée, voilà. Sur tout à fait. Voilà. Donc, s'il y a un emprunt, la prime va être intégrée. Elle va être lissée. Et je pense qu'il y a certains, effectivement, je ne sais pas, mais je me dis, bon, on refait une toiture d'une école, bon, il n'y a pas un très très fort jeu, si c'est une petite structure, bon. Le risque n'est pas énorme. Et c'est pas énorme. Donc, on décide de se dire, je fais l'impasse, mais en même temps, je mets de l'argent de côté si effectivement j'ai un risque, j'ai un dommage, je sais que je pourrais piocher dedans. Par contre, je pense que quand c'est des ouvrages très très lourds, quand c'est des ouvrages très complexes aussi, très complexes, la complexité, je pense que dès lors que c'est un ouvrage cher, complexe, il faut impérativement une dommage ouvrage. C'est assez sécurisant. Et puis au moins, voilà, c'est budgétisé. Et si j'ai un dommage, j'ai une certaine sécurité. Et puis, il ne faut pas oublier, on est quand même dans une économie un peu particulière, avec des entreprises qui sont très souvent en liquidation judiciaire ou qui ont un redressement, et puis ça repart. On est quand même dans une structure économique difficile. Et je pense que la dommage ouvrage, justement, elle permet aussi de sécuriser les investissements que la collectivité, elle fait. Peut-être quelques éléments de synthèse sur la tourisme. À reprendre la tourisme chantier, en synthèse, c'est d'abord, moi je pense, une protection de l'investissement, parce que cette phase, il y a quand même un flou sur la possibilité de récupérer en cas de sinistre. Donc c'est protéger son investissement en phase travaux. On a vu la dommage ouvrage, c'est la protection de son investissement après les travaux, et là c'est avant les travaux. Il n'y a pas de garantie de contrat qui fasse les deux en même temps. Bon. Donc, c'est d'abord ça le point le plus important. Et plus le chantier est important, plus évidemment la tourisme chantier s'avère complètement nécessaire. J'ai un chantier de 5 millions d'euros, il faut les trouver après. Hein. Si l'édification est détruite, voilà. C'est perdu. Là, moi, je vais reparler des sinistres puisque je viens des sinistres. Donc, un règlement. Quel drôle de nom. C'est ça. Donc, un règlement rapide des sinistres, oui, parce qu'on ne cherche pas encore, comme d'ailleurs l'a souligné tout à l'heure Jean-Marc, on ne cherche pas la responsabilité des entreprises. Dès lors qu'il y a un aléa, dès lors qu'il est couvert par l'incendie, etc., on paye. Et qu'est-ce qu'on paye? Là encore, on paye la totalité. Donc, on refait, s'il est nécessaire de refaire l'ensemble du bâtiment, on va refaire l'ensemble du bâtiment. Donc, effectivement, je pense que c'est un vrai plus et c'est une vraie sécurité pour certaines grosses structures comme un collège, un hôpital, qu'une collectivité s'apprête à investir. Je pense que la tourisme chantier permet de sécuriser. Alors, sur les très gros chantiers, c'est à peu près systématique. Hein. L'investisseur se couvre avec sa tourisme chantier. Là où, effectivement, en fonction des réponses qu'on a vues là, plutôt sur des chantiers moins importants, jusqu'à 1-2 millions d'euros, et bien en dessous, évidemment, où c'est là où le sujet est quand même sensible. Et il faut vraiment bien se poser la question. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence et on va devoir mettre un terme à cette séance de questions-réponses. Pour ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service qui s'appelle VK Ligne Expert, que vous retrouverez sur le site VK, qui vous permet de poser directement vos questions, que ce soit d'ordre réglementaire, il y a des experts qui vous répondront. Cette webconf, comme je vous l'avais dit au début, sera en ligne très rapidement sur le site VK avec les annexes qu'on a évoquées à certains moments. On va remercier d'abord beaucoup nos deux intervenants pour leur disponibilité et puis Groupama, bien entendu, et VK. Merci. Merci à vous. Merci.